Je voudrais tout simplement rappeler Oui. que l'article 44 nouveau de la Constitution du Bénin dispose que dorénavant, nul ne peut être candidat aux élections présidentielles sans être parrainé par des élus dont les modalités seront précisées par la loi. Donc cet article 44 nouveau a été repris par le Code électoral qui précise, qui rappelle que le président et le vice-président candidat ne peut se présenter aux élections présidentielles que lorsqu'il aura fourni 10% au moins des élus, maires et députés. C'est ce que la loi dit. La loi dit par ailleurs que la Sénat organise les élections. Nous sommes l'organe de gestion des élections. Et à ce titre, la loi précise, le Code électoral précise que nous avons l'obligation de mettre en application les dispositions légales encadrant le scrutin en République du Bénin. Au regard de ces précisions, la Sénat a pris sur elle, puisque c'est elle qui met en œuvre l'article 41 du Code électoral qui parle du parrainage, la Sénat a pris sur elle de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce parrainage-là. Si jusque-là vous me suivez, Oui, c'est parfait. C'est bon. On peut aller. Et dans ces modalités de mise en œuvre, la Sénat décide, puisque c'est son rôle, que ce parrainage-là sera confidentiel. Et c'est de là qu'est partie toute la polémique à laquelle nous avons assisté. Pourquoi est-ce que nous avons décidé que le parrainage soit confidentiel? Pour plusieurs raisons que je m'en vais énumérer tout de suite. La première raison, c'est que le Code ne nous demande pas de rendre le parrainage public. Première raison. Deuxième raison, le Code, je l'ai dit tout à l'heure, en sa disposition de l'article 41, précise que le formulaire de parrainage fait partie de la déclaration de candidature du futur président aux élections. Qu'est-ce que c'est que la déclaration de candidature? La déclaration de candidature, c'est un dossier. C'est un dossier qui comporte les données nominatives du candidat, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, etc. Ce dossier-là comporte également, entre autres, le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le certificat de résidence, le quitus attestant qu'il est à jour de ses impôts sur les 3 années, la caution et le formulaire nominatif de parrainage. Donc c'est un dossier où nous avons toutes ces pièces-là. Dans ce dossier de déclaration de parrainage, je reprécise, figure le formulaire. Dans ce dossier de déclaration de candidature, figure le formulaire nominatif de parrainage. Nous n'avons jamais publié le contenu d'un dossier d'un candidat. À quelque élection que ce soit, on n'a jamais publié cela. C'est comme si vous nous demandez de publier un dossier de candidature d'un futur président de la République dans lequel figure son certificat médical. C'est exactement ce que nous sommes en train de vouloir protéger. Protéger les données personnelles du candidat. Dans la mesure où il y a même une loi en la matière qui exige que les données personnelles de quelqu'un, de n'importe qui de vous et de moi, doivent être protégées, sauf avis contraire de la personne concernée. Si nous sommes d'accord jusque-là, je peux développer d'autres argumentaires qui ont prévalu justement à notre niveau pour qu'on puisse dire que le parrainage doit être confidentiel. Oui, allez-y. La Constitution de la République du Bénin déclare
que le député est l'élu de la nation tout entière. Il n'a pas de mandat impératif. À partir de cet instant, un député qui est l'élu de la nation tout entière est libre de parrainer qui il veut. Le parti pour lequel il a été élu ne peut pas lui imposer de parrainer telle ou telle personne. Indépendamment de cette disposition-là, nous avons également un autre argument. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le formulaire nominatif de parrainage ne nous appartient pas. Le parrain ne nous amène pas son formulaire. C'est vrai que pour obtenir le formulaire, il faut qu'il vienne remplir un certain nombre de conditions au niveau de la Sénat. À partir de cet instant, quand il prend son formulaire de parrainage, le formulaire lui appartient. Très bien. Ça n'appartient pas à la Sénat. Ce formulaire-là de parrainage qu'il aura rempli au bénéfice de X, Y ou Z, il en fait ce qu'il veut, il remet ça à la personne qui l'a parrainé. Il peut avoir combien de formulaires à lui seul? Un seul parrainage. Donc, autrement dit, il ne peut parrainer qu'une qu'un seule personne. Un seul duo. Oui, duo. Parce que ça se fait par duo. Oui. Le président et son vice-président. Oui, comme c'est mentionné ici, oui. Voilà. Donc, à partir du moment où il a ce formulaire-là qui lui appartient, il le remplit, il le remet maintenant au candidat qu'il a choisi. Et c'est ce candidat-là qui le met dans son dossier de déclaration de candidature. Donc vous voulez que l'on soutire, vous voulez que lorsque le candidat arrive avec son dossier de déclaration de candidature, que l'on ouvre ce dossier-là, que l'on soutire le formulaire de parrainage et qu'on le publie. Ça n'a pas de sens. Je voudrais que vous compreniez très bien oui. le modus operandi. Oui. Ça veut dire que pour les formulaires, il y aura 82 formulaires plus 77 formulaires. Parce que c'est aussi les mêmes. Il est prévu 83 formulaires, puisque nous avons 83 députés, plus 77, 83 députés, plus 77 maires. Donc ce qui fait au total 160 formulaires. Et chaque parrain ne peut donner son parrainage qu'à un seul duo de candidats. Alors, chaque parrain ne peut donner son parrainage à un seul duo de candidats. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi le souci de transparence? Bon, heureusement d'ailleurs que vous avez dit le député ou le maire n'a qu'une seule signature à donner. Oui. Une fois que cela est terminé, la suite c'est quoi? Je reprends mon explication. Oui. Le député ou le maire vient à la Sénat. Il récupère ce formulaire-là. Dorénavant, ça lui appartient. Il le remplit au bénéfice de qui il veut, X, Y ou Z. Et dès lors qu'il a rempli ce formulaire, il le remet à la personne qui bénéficie de son parrainage. Et ce formulaire-là qui a été remis au candidat fait partie de ce que nous appelons le dossier de déclaration de candidature. Il peut remettre au potentiel président ou au potentiel vice-président. C'est son choix. Il remet au duo. Il remet au duo. C'est-à-dire que c'est le même formulaire. Oui. Le dossier de candidature, il est unique. Il concerne aussi bien le président que son vice-président. C'est un dossier. On est d'accord? Oui. Donc, à partir de cet instant où il a remis le formulaire au duo, le duo le met dans le dossier de déclaration de candidature. Ce dossier de déclaration de candidature est un dossier qui comporte des pièces à donner personnelles. J'ai parlé de l'acte de naissance, j'ai parlé du casier judiciaire, j'ai parlé du certificat de nationalité, j'ai parlé également du certificat médical. Tout ça là, ensemble avec ce formulaire,
se retrouvent dans un seul et même dossier. À partir de cet instant, la Sénat ne peut pas retirer ce formulaire-là du dossier pour dire le député Tantampion a parrainé le candidat Zanzibar. On est d'accord? Oui. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons jugé pertinent, au-delà du fait que la loi ne nous a pas dit de publier les parrainages, voilà les raisons pour lesquelles nous avons jugé pertinent de rendre le formulaire nominatif de parrainage confidentiel. Et puis ça protège également le parrain. Ça protège aussi bien le parrain que ça protège la Sénat. Si par exemple, moi je suis de la localité de, c'est pas quoi, je suis de Ouida. Et je décide de parrainer un candidat qui est d'Abomey. Dès lors que je rends public ma décision, je risque de faire l'objet de toutes sortes de pressions, de toutes sortes de chantages. Donc c'est également un moyen de protéger le parrain. C'est aussi un moyen de protéger la Sénat parce que nous ne sommes pas censés savoir pour qui X, Y ou Z a donné le parrainage. Donc voilà un peu les raisons qui militent sur la décision de confidentialité du formulaire nominatif de parrainage. Bien, autre polémique à laquelle on a assisté ces derniers jours, c'est la question surprenante d'un député. Qu'est-ce que cela vous inspire lorsqu'il dit à combien, peut-être qu'il était en train de faire rigoler, mais quand même, à l'hémicycle, c'est beaucoup plus sérieux. Pourquoi est-ce qu'on parle de comment il faut négocier la signature? On a eu la réaction du président, vous en tant que vice-président. Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur le journaliste, oui. Je crois qu'il faut que vous tendiez votre micro à ce député-là. D'accord. Je ne peux pas répondre à sa place, mais je trouve tout simplement dommage que ce genre de considération soit rendu public, alors que nous sommes en train de parler de moralisation de la vie publique, alors que nous sommes en train de parler d'éthique. S'il y a encore ce genre de considération qui prévaut au niveau de nos élus, je pense que c'est tout simplement dommage que l'on puisse travestir de la sorte l'esprit de la loi et vouloir en faire tout un commerce. Et si j'avais moi les moyens, la personne qui sera surprise à faire ce genre de tractation, je pense que cette personne doit pouvoir subir les rigueurs de la loi parce que nous avons une loi contre la corruption dans notre pays. Merci, c'est un peu plus clair maintenant. Alors, le second point, c'est concernant le financement des partis politiques. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On nous a annoncé des milliards pour les partis politiques. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire les lois qui sous-tendent cela? Il y a longtemps que s'agit dans l'opinion publique cette nécessité-là pour le gouvernement de financer les partis politiques. Très bien. Parce qu'ils ont toujours été livrés à eux-mêmes. Oui. On sait comment ça se passe quand il s'agit de cotiser, etc. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est salutaire que le gouvernement du Bénin ait décidé de financer les partis politiques. Je précise bien qui le mérite. Alors, qui le mérite? Quels sont les la loi définit les critères d'obtention de ce financement public-là. D'abord, il faut être régulièrement inscrit au ministère de l'Intérieur. Il faut que vous ayez une reconnaissance légale. Ensuite, il faudrait qu'au 30 avril de chaque année, vous puissiez déposer vos états financiers à la Cour des comptes. Et puis, enfin, il faudrait que vous ayez un siège national et des bureaux départementaux qui ne sont pas confondus avec un domicile ou un bureau privé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, entre-temps, il y a certains partis politiques qui avaient leur siège au domicile ou bien au bureau. Donc voilà les critères principaux qui militent en faveur de l'obtention du financement public. Mais un décret d'application a été pris tout récemment, en 2020, qui précise que pour bénéficier de ce financement public, il faut avoir participé aux élections
communales et législatives, aux dernières élections communales et législatives, et obtenir 40% de députés et 60% d'élus communaux. Donc ce sont ces conditions cumulatives qui permettent à un parti politique de bénéficier du financement public. Une dernière question avant de donner la parole à nos confrères et consoeurs, c'est le calendrier électoral. Vous êtes l'organe qui organise les élections. L'autre polémique, parce que nous sommes une république de polémique, c'est est-ce que c'est le 6 avril que le président de la République prête serment ou quelques jours après? Et puis, bon, chacun essaie d'interpréter à sa manière la loi. Que dit concrètement la Sénat à propos de cette polémique-là? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Vous venez de dire que nous sommes une république apolémique. Oh oui, donc bon, voilà. Mais on ne devrait pas. On ne devrait pas être une république apolémique. La Sénat est à l'œuvre, tel que l'exige la loi, pour publier son chronogramme. La Sénat, dans sa version actuelle, a été mise en place depuis juillet 2014. De juillet 2014 à ce jour, nous avons déjà eu à organiser 5 élections. Nous avons organisé les communales en 2015, suivi des législatives. Ensuite, nous avons organisé les présidentielles de 2016. Nous avons organisé les législatives de 2019. Nous avons organisé les communales de 2020. Et nous sommes en train de vouloir organiser les présidentielles de 2021. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les journalistes, que ce parcours-là nous a permis d'avoir une certaine expérience en la matière. Nous avons acquis des réflexes. Et par conséquent, aujourd'hui, l'OGE que nous sommes est une administration professionnalisée qui sait là où elle va, ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Nous sommes habitués à le faire. Donc, quand j'entends dire « Est-ce que vous êtes prêts à organiser les élections présidentielles de 2021 ?» Je vous réponds de façon péremptoire « Oui, nous le sommes ». C'est d'ailleurs ce qui explique que je suis ici devant vous en train de vous expliquer et le parrainage et le financement des partis politiques. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Et dans ce cadre, nous vous avons rencontré, vous les médias. Nous avons rencontré les partis politiques, nous avons rencontré la société civile. Nous sommes déjà à pied d'œuvre. Je viens de vous dire que notre chronogramme va sortir d'ici à là pour vous préciser exactement tout ce que nous aurons à faire. Donc par rapport à cela, sauf cas de force majeure, comme j'aime à le dire souvent, le train est sur les rails et entrera sûrement en gare sans coup férir. Est-ce que d'où est partie la problématique relative à la publication ou non du parrainage? Mais je vais vous poser la question. Vous venez de dire que le Bénin est un pays à polémique. La discussion n'est pas partie de chez nous. La discussion est partie de vous, entre autres. Ça a commencé par de quelque part, ça a été relayé par les médias, par les réseaux sociaux. Et c'est à cette occasion-là que nous avons constaté que nous ne faisons pas l'unanimité autour de la question de la confidentialité du parrainage. Mais laissez-moi vous poser une question. Si par hasard, la Sénat avait dit que les parrainages seraient rendus publics, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu contestation? Vous pensez que des voix ne vont pas s'élever pour dire nous sommes contre la publication des parrainages? Sûrement. Sûrement qu'il y aurait des contestations et chacun ira de son commentaire, de son argumentaire. Donc par conséquent, nous avons fait un choix.
Je viens de vous expliquer pourquoi nous avons fait ce choix-là. Nous allons l'assumer jusqu'au bout, sauf à la Cour constitutionnelle, au cas où elle serait saisie des modalités pratiques de mise en œuvre du parrainage que nous avons mises en place, au cas où elle aurait été saisie pour dire son point de vue sur le sujet, jusqu'à ce que cette Cour-là ne nous dise: mesdames et messieurs de la Cour, vous êtes en train d'errer, voilà comment est-ce que nous voyons la mise en œuvre du parrainage en République du Bénin. Que propose le camp adverse? Le camp adverse, qui ne veut pas du parrainage confidentiel, veut que le parrainage soit rendu public. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Ils parlent de transparence. Mais de quelle transparence il s'agit après les explications que je viens de vous donner? Je viens de vous dire, monsieur le journaliste, je vous regarde droit dans les yeux en vous parlant, ne baissez pas la tête. Je viens de vous dire que le formulaire de parrainage fait partie du dossier de déclaration de candidature que nous n'avons jamais publié et que nous ne pouvons même pas publier. C'est l'une des raisons. La seconde raison, je viens de vous dire que la loi dit que le député, il a un mandat, il n'a pas un mandat impératif, qu'il est l'élu de la nation. Par conséquent, il est libre de parrainer qui il veut. Maintenant, si un élu, soit député, soit maire, décide de rendre public son parrainage, c'est son droit le plus absolu. Personne ne lui en voudra de publier sur les réseaux, dans les médias: j'ai parrainé X, Y ou Z. Ça, c'est son problème. Ok, donc il peut, le député, bien sûr, voilà, peut dire: moi j'ai parrainé. Mais que par dire? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, il le peut, on ne le lui interdit pas. Mais nous disons que le dossier de déclaration de candidature d'un candidat ne peut être public. Ah, mais président, il peut y avoir un problème à ce niveau. Parce que nous connaissons aussi dans la République, moi député, je peux dire: j'ai parrainé Hervé Ressou. Et lorsque vous allez faire la publication, en fait, pas publier la liste de ceux retenus, vous allez dire: monsieur Hervé Ressou, votre dossier n'est pas au complet parce que nous voulons dire 16 signatures alors que vous avez eu 15 par exemple. Or, il y a donc, pas parce que vous voulez manipuler, peut-être vous êtes dans la vérité, mais quel instrument le peuple a pour savoir que en réalité, c'est le député et celui qu'il parraine qui est dans le fond et que ce n'est pas la Sénat? Est-ce que je vous ai remis le formulaire de parrainage? Bien sûr, oui. Sortez-le. C'est ça, le parrainage, le formulaire est là, clair. Sur ce formulaire de parrainage, le parrain met ses données nominatives: nom, prénom, demeurant A, numéro de téléphone, je suis député ou je suis maire. D'accord? Je veux parrainer Tantampion avec son vice-président qui est Zanzibar. Il l'écrit. Il l'a écrit. Ce n'est pas nous qui allons remplir le formulaire. Encore une fois, c'est l'élu qui remplit son formulaire. La Sénat n'a rien à voir avec ça. Nous ne touchons même pas au formulaire. Nous leur remettons le formulaire vierge, qu'ils remplissent et qu'ils remettent au candidat. À quel moment vous voulez qu'on manipule le formulaire? J'ai rempli mon formulaire, je l'ai remis au candidat. Non, en fait, ce dont il s'agit, c'est pas fini de parler. Manipuler. J'ai remis le formulaire au candidat qui le met dans son dossier. Oui. On est d'accord? Oui. Et ce dossier-là est déposé à la Sénat bien sûr, pour examen et étude. Sur ce formulaire-là, nous avons beaucoup d'éléments de sécurisation. Nous avons par exemple l'empreinte digitale du parrain. Il appose son empreinte digitale sur le formulaire. Il met sa signature. Et le formulaire comporte un code que nous appelons code QR. C'est un code de sécurité. Et ce formulaire-là, il est infalsifiable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le multiplier, vous ne pouvez pas en faire la photocopie. Il est unique.
Au regard de toutes ces dispositions sécuritaires que nous avons prises, je voudrais bien que vous reformulez votre crainte pour que je puisse la comprendre, parce que pour moi, c'est tellement bien encadré qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas se tromper en disant que Ressou a parrainé, c'est quoi votre nom? Venance. Oui. Et qu'en fin de compte, on constate que sur le formulaire, ce n'est pas Venance qui est parrainé, mais c'est plutôt Gestias. Voilà, reformulez votre question. Moi, je ne vois pas où il y a l'inquiétude. D'accord, on peut évoluer. On peut évoluer? Oui, évoluons. Sauf si vous-même, ce n'est pas clair dans votre tête. Hein. Non, pour moi, c'est très clair. D'accord. Est-ce que le fait de dire publiquement que ça va être sujet à marchandage, est-ce que c'est ça qui me choque? Est-ce que je ne sais pas de façon pertinente que ça se fait? C'est vrai que de le dire déjà comme ça, Urbi et Orbi, c'est choquant. C'est choquant. Parce que nous sommes un pays respectable. Tout le monde nous regarde. Nous sommes un village planétaire. Et ce qui est dit ici aujourd'hui, Trump l'a déjà entendu là-bas aux États-Unis. Et que, comme ça, à la face du monde, un député prenne le micro et dise que ça va être l'objet de marchandage et patati et patata. Moi, personnellement, ça me choque. Moi, personnellement, ça me choque. Ça peut paraître normal au regard d'autres personnes, mais chacun a son éthique, chacun a son éducation, chacun a son point de vue sur les sujets différents. Je viens de vous donner mon point de vue. Maintenant, si ça se fait en catimini ou pas, je ne le sais pas. Je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas dans un parti politique donné. Donc franchement, ne me posez pas des questions auxquelles je ne saurais répondre. Posez les questions aux bonnes personnes. C'est-à-dire que ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Moi, je ne suis même pas l'ombre. Pour que vous puissiez me poser ce genre de questions, posez les questions aux bonnes personnes. Marie-Louise, la question que tu as posée rejoint la première question qui a été posée par Gestias. Est-ce que nous sommes à même d'organiser les élections? Il y a les difficultés. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et je vous ai dit que pour nous, dorénavant, ça devient une routine. À la Sénat, c'est une routine. Nous sommes des personnes expérimentées, professionnelles. Maintenant, on ne sait jamais. Dans toute machine peut s'insérer au passage un grain de sable. Mais si par extraordinaire ça advenait, nous avons l'intelligence et l'ingéniosité suffisante et nécessaire pour pouvoir pallier aux gens, à toutes sortes de difficultés qui peuvent éventuellement se présenter. Par rapport au budget, jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas plaints de la mise à disposition à temps du budget. Le ministère des Finances nous a déjà demandé de lui envoyer notre projet de budget, ce qui a été fait. Il y aura sûrement, comme ça se fait à l'accoutumée, il y aura sûrement un arbitrage. C'est vrai qu'on ne nous donne pas à 100% ce que nous demandons, mais on met à notre disposition le nécessaire minimum pour organiser des élections décentes, crédibles et impartiales. Le critère de 10% qui a fait que certains partis ont été éliminés et autres, monsieur le journaliste, encore une fois, adressez-vous à la bonne personne. Ce n'est pas nous qui élaborons les lois. C'est l'Assemblée nationale qui élabore les lois. Et nous, le code électoral nous fait obligation de mettre en application ces lois-là qui ont été votées. Maintenant, les conséquences de la mise en application, il faudra retourner là où la sauce a été préparée. Comme le disait ce matin le président Tiondo, ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez plutôt là où vous êtes cogné le pied. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est clair dans la tête de tout le monde. Monsieur, faute mineure, faute majeure. Je pense, entre vous et moi, je pense qu'il est temps que l'on arrête de regarder dans le rétroviseur et que l'on avance. C'est facile de voir
paille qui est dans l'œil de l'autre, regardez aussi la poutre qui est dans votre œil. C'est-à-dire que c'est facile, la critique est aisée, mais l'art est difficile. J'aimerais vous voir assis sur notre siège là-bas. J'aimerais vous voir assis sur notre siège et mettre en application une disposition de la loi où des situations concrètes se présentent et on doit trouver une solution à un problème qui se pose. La solution que nous avons trouvée, je le dis et le redis, ça a été la solution des fautes mineures et des fautes majeures. Je le dis sans état d'âme. Et si c'était à refaire, monsieur le journaliste, nous allons le refaire. Tout simplement parce que lorsque vous allez à un examen, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui passe son examen à 100%? Est-ce que vous avez jamais vu un candidat passer son examen avec 20 sur 20? Là, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Parce que le problème, c'est que, étant relevé que on n'a pas dit tout le monde a échoué, ou bien tout le monde a gagné, c'est ça le problème de la Sénat. Mais on ne peut pas le faire. Parce que nous là, nous avons comme mission d'organiser les élections. Et la loi va nous sanctionner au cas où on n'organise pas ces élections-là. C'est l'article 5 du Code électoral qui le prescrit. Retournez à votre Code électoral, lisez-le et revenez me voir avec votre question. Merci. On est d'accord? Oui. Bon. Pas de compétition. Candidat, il n'y aura pas de document. Bon, bref. Quelle disposition revient? Bon, enfin, la Sénat fait les lois. Oui. Et l'Assemblée nationale fait la loi et la loi dit comment il faut l'appliquer. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Nous avons une disposition que nous devons mettre en application. À partir du moment où il n'y a pas de décret d'application venant du gouvernement, nous donnons, notre point de vue, notre manière de mettre en application cette disposition-là. Et encore une fois, ce n'est jamais définitif. Au cas où ce que nous avons décidé n'arrangerait pas quelqu'un, il suffit que cette personne-là saisisse la juridiction compétente qui se chargera de dire si nous avons raison ou pas. Voilà une loi qui est mise à notre disposition. La loi, là, elle est pensée par la censure de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a estimé que cette loi-là est conforme à la Constitution. C'est passé ensuite devant le président de la République qui a promulgué la loi. Vous voulez que nous, Sénat, fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se mette à dire que la loi n'est pas bien faite, que voilà, il faut la reprendre dans tel ou tel sens? Non, ce n'est pas notre rôle. Encore une fois, notre rôle est d'appliquer la loi. Nous l'appliquons selon notre point de vue. Et au cas où ce point de vue-là ne correspond pas à l'esprit et à la lettre de la loi, il revient à la juridiction compétente de nous rappeler à l'ordre. Et ça s'est passé avec la Cour suprême la dernière fois. Nous avons eu un atelier d'explication du code électoral en vigueur. Nous avons présenté notre point de vue. Quelqu'un a saisi la Cour suprême. La Cour suprême a dit, Sénat, votre point de vue il est erroné. Voilà plutôt dans quel sens vous devez aller. Et nous nous sommes pliés. Nous nous sommes pliés. Nous sommes des républicains. Peut-on compromettre la paix pour le développement? Ne parlera-t-on pas de nouvelle république? Et après le 6 avril. Uniquement deux partis qui vont se partager l'argent du peuple? Docteur Sédégan. Est-ce qu'il faut que je répète ce que je viens de dire? Nous n'avons pas d'état d'âme. Nous appliquons la loi. Quand nous allons quitter ce fauteuil-là, quand nous allons partir de la Sénat, on pourra peut-être donner notre point de vue sur les questions que vous posez. Tout ce que je voudrais rappeler, c'est que nous avons prêté serment devant la Cour constitutionnelle en jurant de rester neutre, impartial et d'appliquer la loi et rien que la loi. Donc je suis désolé de ne pas vous dire ici et maintenant mon point de vue sur cette préoccupation-là
On se reverra en 2021 quand j'aurai quitté la Sénat. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons 82 députés. Mais nous appliquons le principe. Nous mettons en œuvre le principe. 83 députés, 77 maires. Bon, maintenant, dans l'application, on va voir comment est-ce qu'on pourra réajuster les choses. Le principe de non-étanchéité entre les institutions se pose. Est-ce que vous ne... Quoi? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir organisé les élections en 2019? C'est la même réponse. Au cas où on n'aurait pas organisé les élections, on aurait été parjuré. L'article 5 du Code électoral nous fait obligation, dès lors qu'on nous a confié cette mission-là, d'aller jusqu'au bout de la mission. On n'a pas d'état d'âme à avoir. On a prêté serment, on a juré, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le principe d'étanchéité entre institutions, franchement, je ne saurais vous répondre non plus, parce que ce sont des considérations dans lesquelles je ne voudrais pas aller. Je voudrais tout simplement que vous reteniez, monsieur le journaliste, que la Sénat, elle est autonome. Commission électorale nationale autonome. Autonome, indépendante, libre, impartiale, tout ce que vous voulez. Retenez ça et arrêtez de vous faire du souci nous concernant. Crédibilité de la Sénat par rapport au dossier Mouel et PRD. Et vous savez, c'est seulement celui qui ne fait rien qui n'est jamais critiqué. On est convaincu de ça? Est-ce que vous êtes convaincu du fait que c'est celui qui ne fait rien, qui ne pose aucun acte, qui n'est jamais critiqué? Même là, on va vous taxer de paresseux. Mais, dès lors que vous posez un acte, il y aura des gens pour et des gens contre. Non, laissez-les s'exprimer, nous sommes en démocratie. Il y aura des gens pour et des gens contre. Vous avez dit tout à l'heure, et ça je le retiens, que nous sommes un pays à polémique. Donc c'est normal qu'il y ait la polémique. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait avancer les choses? C'est la contradiction qui nous permet d'avancer. Et tant qu'il n'y a pas de contradiction, il ne peut pas y avoir d'avancement. Mais je pense qu'il faut que dans nos critiques, nous soyons objectifs. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Nous sommes tous dotés d'un minimum de bon sens. Nous sommes tous dotés d'intelligence. Vous avez parlé de Mouel Bénin et de PRD. Oui. Voilà deux partis qui nous ont attraits devant les juridictions compétentes. Mouel Bénin devant la Cour suprême, PRD devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez pris la peine de prendre connaissance des décisions de ces deux juridictions suprêmes-là? Est-ce que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle nous ont condamnés comme quoi nous avons mal fait notre travail et que nous n'étions pas crédibles pour avoir mal fait ce travail-là? Soyez quand même professionnels, vous êtes des journalistes. Soyez professionnels. C'est-à-dire qu'entre deux choses, essayez d'apprécier le juste milieu. Si la Cour nous avait condamnés, moi j'aurais accepté avec beaucoup d'humilité le fait que l'on se soit trompé. Et si on se trompe, quand vous dites que vous vous êtes trompé, d'autant plus que ce sont des décisions qui sont sans recours, on n'aurait eu aucune difficulté, aucun mal à revenir sur notre copie. À partir du moment où des voix appropriées se sont élevées pour dire ce que vous avez fait, c'est conforme à la loi, à l'esprit et à la lettre de la loi, à partir de ce moment-là, où est le problème, monsieur le journaliste? Quel problème vous posez? Quel problème vous posez? Est-ce que la Sénat a été condamnée pour avoir écarté Mouel Bénin? Non. Jusqu'à présent, nous ne faisons que notre travail. Nous n'avons pas de parti pris.
quel que soit ce que vous pouvez penser, nous ne faisons que notre travail. Maintenant, venez nous démontrer que nous avons tort. Et si votre démonstration est juste et parfaite, nous allons nous plier à ce que vous nous aurez proposé. N'est-ce pas bizarre que ce soit dans le rôle... N'est-ce pas bizarre que nous soyons en permanence dans le rôle d'explication de loi? En quoi est-ce que c'est bizarre? Je ne trouve pas que ce soit bizarre. Nous n'expliquons pas la loi, nous expliquons les modalités d'application de la loi. Nuance. Modalités d'application de la loi. C'est différent que d'expliquer une loi. Voilà une disposition de la loi. Comment est-ce que nous allons la mettre en œuvre en tant qu'organisatrice des élections? Et c'est ce que nous faisons. Généralement, on ne voit que la Sénat en train d'organiser les élections. Mais je l'ai dit et redit ici à foison qu'au niveau de la Sénat, nous sommes légalistes. Que tout ce que nous faisons, nous le faisons au regard de la loi, sous peine de subir les rigueurs de cette même loi-là. Nous ne pouvons pas déroger à ce que la loi dit. Toutes les fois où nous avons eu à poser des actes contraires à la loi, les juridictions compétentes ont été saisies. Les juridictions compétentes nous ont donné la direction à suivre, puisque ce sont des décisions en dernier ressort, et nous nous sommes pliés à cette décision-là. Le peuple béninois a voulu que nous ayons une commission électorale nationale autonome. Et ce que nous avons mis en place ici a été tellement bien apprécié que ça a été repris dans toute la sous-région. C'est parti du Bénin. Aujourd'hui, nous avons des CENI, des Sénats dans presque tous les pays de la sous-région. Donc, à la base, c'est une bonne chose. Mais comme on le dit vulgairement dans notre jargon, à nous les juristes, les lois habituellement ne valent que ce que valent les hommes chargés de les appliquer. Et jusqu'à présent, là c'est une question de foi, nous avons mis tout en œuvre pour appliquer la loi telle qu'elle se présente dans sa lettre et peut-être pas toutes les fois dans son esprit. Parce que lorsque ce n'est pas bien clair et que nous allons dans une direction, que cette direction n'est pas bonne, nous n'avons jamais rechigné à revenir dans la bonne direction quand il nous a été recommandé d'aller dans telle direction. La Sénat du Bénin, c'est la chose des Béninois. C'est notre chose. Donc nous allons lui donner la valeur que nous voulons. Si nous voulons qu'elle soit une Sénat, sur laquelle on jette constamment des pierres, nous l'aurons voulu nous-mêmes. Si nous voulons par contre que nous soyons une Sénat à qui on accorde un minimum de crédibilité, nous l'aurons également voulu. Mais je voudrais que l'on retienne essentiellement que tout ce que nous faisons, nous le faisons encore une fois. Je ne vais pas avoir de cesse à le répéter. Oui. Nous le faisons chaque fois en toute impartialité parce que nous avons prêté ce serment-là. Notre credo, c'est d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et pour ce faire, nous utilisons les moyens qui sont mis à notre disposition. Et au nombre de ces moyens-là, il y a bien entendu le socle, la colonne vertébrale de l'organisation de toute élection qui est le code électoral. Le gouvernement met à notre disposition les moyens financiers pour organiser ces élections-là et c'est ce que nous avons toujours fait. En conclusion, tout le monde ne peut pas être content. Tout le monde ne peut pas être content, ça, il est constant. Et si tout le monde ne peut pas être content, c'est tout à fait normal, c'est une loi de la nature. Il faudra encore une fois s'en tenir à ce qu'aura décidé le cas échéant la Cour. Parce que
Les résultats définitifs des présidentielles sont proclamés par la Cour constitutionnelle. Les résultats définitifs des législatives, la Cour constitutionnelle. Et c'est vrai que nous proclamons les résultats des élections communales et municipales, et en cas de recours, la Cour suprême nous rectifie. Et nous avons eu des cas comme ça où certains élus ont vu leur siège invalidé pour telle ou telle autre raison. Donc voilà ce que je peux dire. On fait de notre mieux avec les moyens qui sont les nôtres, et je peux vous garantir que vous n'avez aucune raison de douter de ce que nous faisons.